Le Domi-Riversi de Chebek, David Jones, l'ancien roi du monde, la voix de toute chose, la plus grande bataille que Garp et Roger s'apprêtent à mener. Nous sommes bien dans le chapitre 1164 les bros. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle review qui va traiter de l'un des moments les plus légendaires et inoubliables que One Piece nous a offert depuis ses premiers chapitres. Vous découvrirez tout ce qu'il y a à savoir dans le lien entre Joy Boy et David Jones, les secrets que cache la transformation de Chebek ou encore de cet étonnant pouvoir que seuls les 10 sont capables d'utiliser. Vous connaissez la routine, notez ce chapitre sur 10 en commentaire, laissez un like pour soutenir la chaîne, mais également rejoignez la chaîne secondaire Gojiwara pour profiter des rediffs de mes réacts au chapitre que je fais le jeudi soir sur Twitch. Je pense avoir tout dit, alors écoutez, préparez-vous un truc à boire et à manger, et partons pour God Valley vivre les derniers instants d'une légende. Le chapitre commence très fort puisque directement après le Domi-Riversi de Chebek que l'on a eu la semaine dernière, il ne se laisse pas faire, parvient même à résister à Imu et lui déclare droit dans les yeux de ne pas sous-estimer les humains pour directement enchaîner par la grande révélation du chapitre, c'est David D. Jones, le nom de l'ancien roi du monde. Alors l'analyse autour de David Jones et même de Joy Boy qui sera citée juste après viendra donc plus loin dans la vidéo, on va pas tout déballer maintenant, faut se chauffer un petit peu. Donc ce qu'on va faire pour le moment c'est de parler d'un sujet ma foi tout autant passionnant, le Domi-Riversi de Chebek. J'en ai longuement parlé dans ma reaction live de la semaine dernière, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vu, donc pour vous faire un petit résumé, j'étais heureux de voir le Domi-Riversi de Chebek puisque ça a totalement validé la théorie que je vous ai proposée dans les reviews des chapitres 1159 et 1160. Il y a aussi l'hypothèse du Domi-Riversi de Chebek. Si Imu arrive à manipuler Chebek comme elle a manipulé les géants d'Elbaf, ce dernier pourrait se retourner contre son propre équipage et rien ni personne ne pourra l'arrêter sauf peut-être l'alliance Barbe Blanche, Roger et Garp. Le final du chapitre 1163 était donc non pas une surprise mais une belle confirmation qui m'a mené à penser autre chose validée aujourd'hui, c'est la résistance de Chebek au pouvoir d'Imu. Je prenais l'exemple qui me semblait parfait de Yogoro sur Onigashima, alors victime du Korioni, un virus qui le transforma lui aussi en un véritable démon. Sa volonté exceptionnelle et bien différente des autres samouraïs lui a permis de résister à la corruption démoniaque, parvenant même à utiliser la force du démon de glace pour combattre ses adversaires, là où tous les autres avaient déjà succombé. Je vous disais donc que Chebek aussi parviendra à résister au pacte d'Imu, ce qui fut le cas aujourd'hui. Par contre, ça a duré beaucoup moins longtemps que je le pensais. Du coup, ces deux derniers chapitres nous ont offert une information passionnante. Nous qui pensions que certains pouvaient être protégés du Domi-Riversi par leur acquis des rois phénoménal ou leur lien avec le Di, on s'est pris le stop de notre vie. Le plus puissant pirate de son ère et membre du clan des Di a lui aussi succombé au pouvoir terrifiant d'Imu. Sa volonté lui a permis une résistance qui n'aura malheureusement pas été suffisante. Donc en théorie, Luffy pourrait très bien être touché par le Domi-Riversi d'Imu et la seule chose qui pourrait véritablement briser cette malédiction serait son fruit du démon. Nika est un dieu solaire, un dieu purificateur. En partant de ce postulat, il est peut-être la seule personne assez pure pour ne pas tomber dans la folie du Domi-Riversi. Donc à voir, mais ces derniers chapitres ont pas mal chamboulé tout ce qu'on pensait savoir sur le pouvoir d'Imu. Ce qui est certain, c'est qu'il faut trouver un remède à cette malédiction et il y en aura forcément un. Je pense que le cas de Chebek nous permettra d'y voir un petit peu plus clair dans les prochains chapitres. Parlons désormais des Rocks et de la situation catastrophique dans laquelle ils se trouvent, que ce soit Chebek qui affronte Kaido, Big Mom et Newgate, ou Shiki qui a volé Ganzui, qui a lui-même volé Captain John. Ils ne vivent pas les plus beaux jours de leur existence. Commençons par nos futurs empereurs, évidemment, vous l'aurez bien vu, Kaido et Big Mom ont été terrassés par Chebek. Enfin, ils ont été mis au sol par Chebek. Terrassés voudrait dire qu'ils sont hors d'état de nuire, et je ne le pense pas. Ils vont se relever prochainement pour peut-être combattre leur capitaine auprès de Garp et de Roger, mais on en parlera dans la partie adaptée. Chebek dans sa forme démoniaque ne craint absolument personne tant sa puissance est décuplée. D'ailleurs il y va très crescendo dans ce chapitre en attaquant déjà Kaido, probablement le plus faible des trois futurs empereurs à cette époque-là, pour ensuite passer à Lin, sûrement la troisième plus forte des Rocks, bien après le grand Newgate, le boss final qui aura été le seul à résister à la puissance délirante de son capitaine. Après leur choc on ne voit pas ce qui se passe, j'imagine que Barbe Blanche a quand même été repoussée vu que Chebek lui continue sa course pour tuer Eris. Bon, comme vous l'avez vu dans le dernier chapitre, les petits de l'équipage des Rocks ont véritablement commencé à se déchirer et il va falloir aussi en parler. Captain John avait bien le Jiki no Mi, le fruit du magnétisme possédé aujourd'hui par Kid, et confirmant l'hypothèse que je vous avais dévoilée au chapitre 1161. Comme je vous le disais dans le live react de la semaine dernière, personnellement je suis trop content et surtout trop convaincu que John possédait ce fruit précisément. J'ai beau ne l'avoir jamais théorisé, j'ai aimé ce qu'Oda a proposé, donner le fruit de l'aimant à l'homme avide de trésors.
moi il m'en faut pas plus. Et sa prestation aussi sur God Valley était folle. Attirer tous les trésors de l'île à lui, c'était balèze quoi, tu vois, et surtout que c'est à cause de lui que Dragon a été séparé de Shanks. Notez la phrase de fou, c'est à cause du fruit du démon, de l'aimant de Captain John, que Monkey D. Dragon a été séparé de bébé Shanks qu'il tentait de sauver et de ramener sur un navire de la marine. Pardon, mais 10 ans en arrière, pas une seule personne au monde n'aurait pris au sérieux une théorie racontant cette connerie. Et vous savez quoi? Balancez une théorie random qui ne se réalisera jamais d'après vous dans les commentaires et vous verrez que dans 5, 6, voire même 7 ans, elle pourrait se rapprocher d'une vérité. Allez-y, je rigole pas, hein. Vraiment jouez le jeu. Bref, du coup je me suis emporté, mais voilà, Captain John, trop cool, Gansui, moins cool, mais c'est toujours bien de voir d'autres utilisateurs de fruits du démon qu'on connaît. Et pour finir dans ce chapitre, c'est au tour de Shiki de vaincre Gansui, donc du coup pour récupérer ses trésors. Alors j'espère encore un peu en vrai que Shiki allait faire partie du noyau dur des Rocks comme Kaido, Linin et Newgate, mais il risque très probablement de se tirer dès maintenant avec le butin et adios les Rocks. En fait, il peut faire plusieurs choses. Il a le fruit de la lévitation, lui permettant, comme on l'a vu, de littéralement faire voler des bateaux. Alors soit il prend un navire de la marine avec tous ses trésors et se barre de God Valley, abandonnant définitivement son capitaine et ses Nakama pour se refaire ailleurs, ce qui est très probable, hein, puisque Shiki face à Roger semblait très puissant, voire même très riche avec toute sa flotte de navires, chose qu'il aurait pu se payer avec les trésors de God Valley qui coûtent apparemment une blinde. Soit, pris d'un petit sentiment d'affection et de remords pour ceux qui ont partagé sa vie pendant des années avec lui, il sauve Kaido, Lin et Newgate lors des derniers instants de God Valley en les extirpant in extremis de la destruction de l'île, toujours grâce à son pouvoir. Franchement, je m'en cogne sévère de Shiki en temps normal, qu'il soit canon ou pas m'importait déjà peu, mais une scène où on voit ce qui reste des Rocks absolument dévastés sur un navire volant loin de God Valley avec justement l'île en ruine en arrière-plan, waouh, non mais là Oda peut nous sortir une planche qui marquera chaque lecteur de son œuvre. Donc ouais, après on parle de ces quatre-là, mais qu'en est-il de Stussy et de Gloriosa? Les deux femmes amoureuses de Newgate et Roger ont littéralement disparu depuis le début de God Valley, comme si leur arrivée sur l'île était un mirage pour chacun de nous. Elles, en plus, contrairement à tous les autres, on sait qu'elles ont survécu, alors pourquoi Oda les garde à distance? Peut-être que s'il ne choisit pas de faire de Shiki le sauveur des Rocks, alors ça sera ces femmes, ou du moins l'une d'entre elles, qui aidera leur équipage. En tout cas, et pour sûr, de l'aide, ils en auront bien besoin vu ce qui les attend. Alors comme je vous l'ai dit, le gros du chapitre, on le garde pour plus tard. Pour l'instant, on s'occupe des petits sujets, et le prochain, c'est le sauvetage d'Eris par le GOAT de cette œuvre. Accompagné de Ivankov et Ginny, Kuma cherche les derniers survivants de God Valley à téléporter quand il voit au dernier moment Eris avec Teach tenter d'échapper à la fois à Chebek enragé et à la marine prêt à leur tirer dessus. In extremis, encore une fois, Kuma a sauvé la lignée Davy tout en se téléportant lui-même, soit sur Sorbet s'il avait déjà téléporté Ginny et Ivankov avant, soit vers ses deux camarades pour partir tous ensemble loin de God Valley. Bon alors je vous l'ai dit à de très nombreuses reprises depuis le début de God Valley, aucune surprise mais très content que ça ait fini par se faire, Kuma est le sauveur d'Eris et de Teach. La famille de Chebek font partie des 500 esclaves sauvés par le jeune boucanier grâce à son fruit du démon. L'histoire continue de coïncider avec la théorie faisant de Lulusia l'île où Eris a effectivement vécu pendant de longues années, mais surtout que c'est car elle y a habité avec Teach qu'Ace a commencé sa mini-aventure là-bas sur les traces de Barbe Noire. Au final, je vous ai tout dit dans les précédentes reviews, qu'Eris soit sauvé par Kuma n'est ni une surprise pour moi ni pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, mais une chose est sûre, je ne verrai jamais plus la présence de Teach et Kuma sur Marie-Joise en tant que Shishibukai et avant Marineford de la même manière. Nous avions littéralement devant nos yeux deux rescapés d'une chasse de dragons célestes, l'un ayant sauvé l'autre, et ces derniers n'en ont peut-être strictement aucune idée. Et oui, Kuma ne connaissait pas le nom de Teach et Teach ne connaissait pas le nom de Kuma non plus. Bon, pour reparler de ce goth là, qui est Kuma justement, il a encore prouvé être absolument le MVP, le MVP de God Valley et même de l'histoire de One Piece. Vous vous rendez compte à quel point sa présence a changé l'histoire? Non, plutôt à quel point son existence a changé l'œuvre. Sans lui, pas de Luffy, pas de Teach, pas de Bonnie, et peut-être que l'armée de Dragon n'aurait jamais vu le jour puisque ni lui ni Ivankov n'auraient été ses commandants. De tous les personnages, Kuma est celui qui a le plus impacté son ère, même quand c'est plus son flashback, il reste très objectivement l'un des plus grands personnages de l'œuvre, et je parle pas en taille, mais bien en importance. J'en profite quand même pour rebondir sur les paroles d'Eris, qui disait en voyant Chebek contrôlé par Imu, qu'il a dû se confronter à cette chose pour les sauver, mais que c'était trop tôt. Ces mots peut-être anodins confirment quand même à nouveau qu'Eris parle d'Imu et que Imu est bien connu dans le clan de Davy comme une légende, leur ennemi ultime, le danger que le sang Davy devra affronter le jour venu. Donc ouais, parmi ce clan, Imu était bien connu et c'est pourquoi Chebek s'est rendu sur Marie-Joise précisément dans la salle des fleurs pour la menacer, car même sa position dans le château de Pangea était bien connue pour les Davy, ce qui, quand on y pense, est absolument fou.
on y arrive, la page finale de ce chapitre avec la révélation du roi du monde. C'est très clairement la grosse source de hype que One Piece nous offre cette semaine et vous devez vous en douter, il y a beaucoup à dire. Alors que Chebek s'adonne à un véritable carnage sur God Valley, Roger et Garp, qui n'ont pas bougé d'endroit, se payent le luxe d'appeler le démon pirate qui rappliquera illico, prêt à les combattre tout en communiquant avec eux, en les implorant de le tuer. Le chapitre se termine là-dessus, Chebek est en larmes et on va pas tarder à l'être non plus. J'ai plusieurs sujets à aborder autour de cette partie et du combat qui se prépare, notamment autour de la voix de toute chose d'Eddie, du possible lien unissant Roger, Garp et Chebek, du déroulement de leur combat ou encore du Domi-Reversi de Chebek, car oui, je vous ai pas tout dit à son sujet et on va d'ailleurs commencer par ça afin de clôturer ce sujet comme il se doit. Comme on a pu le voir dans ce chapitre, Chebek a succombé au Domi-Reversi, pourtant il semble qu'encore un fragment de son esprit n'ait pas totalement été corrompu. En effet, il peut communiquer avec Garp et Roger, on en parlera après, mais surtout contrairement aux géants ou au clan Davy qui ont été victimes aussi de ce sort, Chebek n'a ni cornes, ni trident et surtout, ses ailes n'ont pas fini d'être développées. Ce qui veut dire que lorsque Chebek aura perdu l'esprit à 100%, tous ces éléments vont apparaître, normalement en tout cas, excepté le trident qui deviendra plutôt une épée trident façon Dory. Mais là, ce qui m'intéresse le plus, ce sont ses ailes. Contrairement aux autres démons du Domi-Reversi qui font très ailes de chauve-souris, celles de Chebek sont différentes. Elles sont différentes, mais pourtant, je savais que je les avais déjà vues quelque part. Cet aspect de tissu déchiré ou de lanière de peau, Oda l'avait déjà dessiné. J'ai cru que c'était le Ambima Yonetsu de Zoro, mais non, que c'était la faucheuse de Zoro encore une fois, celle qu'il a vue sur Wano, mais toujours pas, jusqu'à ce que le déclic se fasse. En fait, c'est Tot Musica de One Piece Red. C'est le même effet, la même texture et c'est surtout 1 milliard de fois plus intéressant parce que Tot Musica est le démon de la musique de One Piece Red et c'est surtout un véritable démon qui, d'après Oda, se manifesterait par les émotions et les pensées négatives des êtres humains. En plus de confirmer l'existence de ces êtres surnaturels, les démons doués de conscience et donc une histoire semblable à Imu, le diable, Tot Musica a des similitudes étonnantes avec Chebek et même plus largement avec le clan Davy. Dans sa version de base, il est accompagné de 3 crânes en feu rappelant les 3 crânes de Barbe Noire ainsi que le feu du Jolly Roger de Chebek. Il a un chapeau très similaire au père de Chebek, il a un long nez propre à Teach et à son père et surtout pour finir des ailes ressemblant à celles des Lunarians. Donc je vous l'avais déjà dit dans la review du chapitre 1050 avec l'apparition d'Imu et du Domi-Reversi des géants, mais je vais persister aujourd'hui. Tot Musica serait bien plus important qu'on ne le pense et que son rôle au sein d'un film le laisse suggérer. Si Tot Musica naît des émotions négatives des gens, le Domi-Reversi d'Imu doit lui aussi se nourrir d'une émotion bien particulière telle que l'avidité de pouvoir ou de puissance, expliquant pourquoi les géants d'Elbaf devenaient tant belliqueux lors de leur transformation. Et si les démons sont autant reliés à la lignée des Davy, que ce soit par l'apparence de Tot Musica ou la légende de Jones, banni par le diable dans les fonds marins, c'est que David Jones justement a probablement été le premier être maudit par Imu, le démon. Le sang maudit des Davy l'est véritablement. Leur ancêtre à l'origine de cette lignée a été le premier à subir la corruption d'Imu, le diable régnant aujourd'hui comme le démon des océans. Davy D. Jones pourrait revenir dans l'histoire de One Piece dans le présent mais sous forme démoniaque à l'image de Tot Musica et des victimes du Domi-Reversi utilisées par Imu comme un pion pour combattre les héritiers du Di. Voilà, c'était une petite aparté autour du Domi-Reversi, maintenant c'est bon, on peut passer à la suite. Cette suite, c'est littéralement le combat opposant Roger et Garp contre Chebek. Je vais vous dire tout ce qui me passe par la tête sur la structure de cet affrontement. Déjà, les Rocks vont sûrement aider Garp et Roger. Oui, ils se sont fait latter par Chebek, mais nos 3 futurs empereurs ne seront pas KO pour autant et vont revenir combattre leur capitaine. Vu que Roger et Garp entendent la voix de Chebek, ils pourront expliquer la situation à Kaido, Big Mom et Newgate, notamment qu'il faut tuer Rox avant qu'ils ne deviennent trop dangereux. Par contre, je pense quand même qu'ils vont finir par perdre et laisser le combat final à Garp et Roger, ou alors ils bloqueront les chevaliers divins ou Imu pour les empêcher d'interférer dans le combat des 3 Di. Et justement, comment Garp et Roger parviendront à combattre ce monstre? Vous l'avez sûrement bien compris, mais lorsqu'ils appellent Rox dans la page finale, ils dégagent du haki, ce qui semble avoir pour effet de briser l'espace d'un instant l'emprise que Imu avait sur lui, car elle-même s'étonne qui les écoute. Ça serait donc grâce à leur acquis des rois absolument fou que Garp et Roger pourront perturber l'emprise et le pouvoir d'Imu sur Chebek, parvenant peut-être à lui redonner plus de lucidité et plus de conscience. En fait, seul le acquis des rois peut avoir un effet ici, puisque comme le disait Imu au géant, le Domi-Reversi confère un corps immortel, sûrement à l'image des chevaliers divins. Et le seul pouvoir qui a pu blesser ces chevaliers ou bien tuer les Davy maudits par Imu, c'est encore une fois le acquis des rois. Toutefois, j'aimerais mettre une pièce sur une microscopique théorie. Il est possible que si Chebek parvient à reprendre assez conscience,
il saute la vie lui-même. Encore une fois, à l'image du seppuku des samouraïs corrompus par le Korioni de Queen, on découvrirait que Roger et Garp n'ont pas spécialement réussi à vaincre Chebek et que le seul capable de vaincre ce monstre, eh bien, c'est lui-même. Je trouverais ça beau dans la mesure où il aurait quand même le choix de sa mort, mais surtout qu'il demeurera le pirate que personne n'aura pu tuer, si ce n'est lui-même. C'est une idée comme ça que je balance, on verra bien. Pour finir, après on s'attaque à la voix de toute chose, c'est encore une idée que je balance comme ça sans conviction, juste par un mini ressenti, mais je me demande si Garp, Roger et Chebek ne se connaissent pas depuis qu'ils sont plus jeunes. Alors j'irai pas dans l'excès de dire qu'ils étaient les anciens Ace, Sabo et Luffy, mais peut-être qu'ils se sont trouvés jeunes sur la même île lorsqu'il rêvait d'aventure et de liberté. Et là où Garp pourrait représenter un contre-argument à cette idée, puisque lui c'est pas un pirate mais un marine, c'est en fait très intéressant à prendre en compte puisque il n'a rejoint la marine qu'à ses 22 ans. Ce qui veut dire que Garp n'a pas suivi son rêve de marine dès son plus jeune âge, puisque la majorité pour prendre la mer dans One Piece est 17 ans, d'après Ace et Luffy, avec un âge plus ou moins similaire pour s'enrôler dans l'armée comme Kobe. Donc en gros ce que je veux dire c'est que pendant 5 ans, Garp faisait on ne sait pas quoi. Et ce qui est cool c'est que Roger et lui ont le même âge, Garp n'étant plus vieux que d'1 an. On ne connaît pas encore l'âge de Chebek, mais si lui aussi avait dans les 40 piges sur God Valley, alors ces 3D auraient vraiment l'âge pour être des connaissances, expliquant ainsi les paroles du narrateur au chapitre 1156. Roger, Garp et Rox, leur affrontement marquera l'histoire et fera d'eux des légendes de l'âge d'or de la piraterie. C'est le cas car c'était 3 rookies qui se connaissaient déjà bien avant d'être les grands noms qu'ils sont devenus. Comme le seppuku de Chebek, on y met juste une petite pièce au cas où, si ça passe, c'est cool, sinon tant pis. Allez, c'est l'heure de rentrer dans le vrai vif du sujet pour le coup. Donc dans cette page finale, nous découvrons que Roger et Garp semblent percevoir la conscience de Chebek qui implore que l'on mette fin à ses jours. Sans vouloir non plus trop m'avancer, je ne pense pas que Roger et Garp entendent la voix de Chebek grâce à leur acquis de l'observation, mais plutôt grâce à un autre pouvoir, celui de la voix de toute chose. Déjà car le acquis de l'observation, bien que permettant d'entendre des voix ou de ressentir des émotions, n'a jusqu'à présent jamais vraiment permis de littéralement lire les pensées de quelqu'un, même si concernant Chebek, ça avait plus l'air d'être un appel à l'aide plutôt qu'une réflexion personnelle. Et ensuite, Garp et Roger n'ont jamais été mentionnés comme ayant une particularité au niveau du acquis de l'observation, alors que généralement, c'est le acquis qui se voit être inné chez un personnage. En gros, ça peut quand même être le acquis de l'observation, mais honnêtement, j'en doute, surtout quand on a une option beaucoup plus intéressante à côté, celle de la voix de toute chose. Alors, la voix de toute chose, on en entend parler depuis un bail sans vraiment savoir ce qu'elle permet, et surtout quelle est véritablement la différence avec le acquis de l'observation. En vrai, même maintenant, on n'en sait rien. La seule connaissance à son sujet, c'est que c'est une capacité extrêmement rare, mentionné pour la première fois par Rayleigh quand il parle de Roger. Par la suite, d'autres éléments viendront s'éparpiller autour de ce pouvoir, notamment auprès de Luffy, Momonosuke, Oden, qui seront les seuls avec Roger à pouvoir entrer en connexion avec Zunesha, mais aussi Pudding, qui d'après Big Mom peut développer le pouvoir de la voix de toute chose, comme Roger, lorsqu'elle éveillera son 3e œil, preuve que cette tribu est intimement liée à ce principe rare, voire même unique. Au final, on sait qu'on ne sait rien de la voix de toute chose, certains l'ont, d'autres non, c'est un pouvoir qui semble antique et destiné à une partie très mystique de One Piece. Donc pour en revenir à Garp et Roger, ok, ils entendraient Chebek grâce à ce pouvoir, mais pourquoi eux particulièrement? Et comment Chebek parvient à communiquer comme ça? Eh bien, sur la première question, je vais rester sur le premier sentiment que j'ai toujours eu autour de cette histoire de voix de toute chose, elle est propre au clan du Di. Tous ceux portant cette lettre dans leur nom auraient la capacité d'entendre la voix de toute chose, c'est la particularité propre à ce clan et Oda le sous-entendrait encore aujourd'hui avec Chebek, Garp et Roger, les 3 Di. Mais c'est l'épisode de Zou qui m'a encore plus marqué puisque comme vous le savez, les 4 personnages à avoir entendu Zunesha sont Roger, Oden, Luffy et Momonosuke. Je reste convaincu que les Kozuki sont également des Di, expliquant le rôle exceptionnel que Momonosuke aura dans le futur ou le rôle légendaire qu'a eu son père Oden par le passé. Cette famille liée au Poneglyph et à Joy Boy aurait aussi cette particule cachée dans leur nom qui nous sera révélée tôt ou tard. C'est pourquoi seuls Roger et Oden, il y a plus de 20 ans, réagissaient à Zunesha. Ce n'était pas parce qu'ils avaient le Haki des rois ou de l'observation, puisque c'était aussi le cas de Gaban et Rayleigh, qui ne ressentaient rien à ce moment-là. Ils avaient la voix de toute chose et étaient tous les deux dédiés. Pareil pour Luffy et Momonosuke 20 ans plus tard. Mais justement, la théorie se trouve ici. Quand Luffy et Momonosuke, le présumé Di, étaient sur Zunesha, il y avait un autre membre du clan des Di.
et c'était Trafalgar Law. Et Trafalgar Law aussi a une réaction étonnante, bizarre et surtout différente des autres au chapitre 817 quand il montait l'arbre de la baleine où le malaise se faisait ressentir pour Momonosuke. Alors, c'est possiblement de la surinterprétation de fou, mais lui aussi percevrait cette voix car il est indi, bien que son pouvoir ne soit pas assez puissant ou affûté pour entendre clairement Zunesha comme Luffy, Roger Oden et son fils l'ont fait. Voilà. Et du coup, comment Chebek a fait pour se faire entendre de Roger et Garp? Eh bien, grâce à son subconscient capable d'émettre une voix assez forte, exactement comme Luffy l'a fait lorsqu'il se noyait dans les eaux de Wano durant la bataille d'Onigashima. Personne ne pouvait l'entendre car isolé au milieu de la mer. Pourtant, sa voix est parvenue jusqu'à Momonosuke comme s'il avait établi une connexion télépathique entre eux et qu'ils étaient capables de s'entendre à plusieurs kilomètres de distance malgré le brouhaha de la guerre. Mais pas seulement, Luffy a aussi réussi l'exploit unique et jamais vu ni avant ni après le chapitre 1015 de faire entendre sa voix à l'équipage de l'eau qui rôdait en sous-marin près d'Onigashima, prouvant à nouveau que ce pouvoir est bien plus spécial que le haki et qu'il permet même de se connecter à des randoms n'ayant ni la voix de toute chose ni la particularité d'un haki de l'observation très avancé. Aujourd'hui, le pouvoir de la voix de toute chose prend une dimension étonnante et inattendue, mais il se pourrait bien qu'il soit utile par la suite pour peut-être vaincre Imu. Si Imu est vraiment tombé dans une profonde corruption et une folie à laquelle on ne peut pas la détacher, un personnage comme Luffy capable de percevoir la voix de toute chose pourrait peut-être entrer en contact avec son subconscient, avec le reste d'humanité qu'elle possède. Ça fait très shonen boy tout ça, je suis d'accord, mais comme je vous l'ai dit, la défaite d'Imu, sa mort, tout ça, ça ne représentera pas une vraie punition, mais plutôt une libération. C'est évident qu'Imu n'est pas un antagoniste normal, c'est évident que son passé est rempli de noirceur qu'elle a dû subir contre son gré. C'est exactement comme Teach, on le détestait, c'était un monstre et maintenant, on voit l'histoire des Davy, on découvre les horreurs qu'il a vues étant enfant et d'un coup, de diabolique Teach le devient un tout petit peu moins. C'est une victime de l'histoire, comme Imu le saura. Bref, on va pas aller plus loin, mais voilà pourquoi la voix de toute chose est hyper importante dans One Piece, pourquoi elle serait liée au Oda et pourquoi ça deviendrait sans doute le seul moyen de communiquer avec Chebek jusqu'à sa mort. Bon, alors, ok, ça c'est bien beau, mais il est temps de parler de la grande révélation de Chebek sur Davy Jones. Il nous a accueillis dans ce nouveau chapitre avec cette grande phrase « Davy Jones était l'ancien roi du monde ». Boum. Alors, Imu répond de son côté par l'opposé, il n'a jamais été roi, pas même une seule seconde. Ok, alors, qui croire du coup, qu'est-ce que ça signifie véritablement? Eh bien, vous savez quoi, c'est ce qu'on va essayer de comprendre dès maintenant. Tout d'abord, même si c'était assez évident, Imu nous confirme que Davy Jones vivait à son époque, ou en tout cas qu'elle l'a rencontré et qu'ils avaient une histoire, une querelle entre eux. Donc Davy Jones date bien de l'époque du siècle oublié maximum, puisqu'il fut apparemment un pirate, et c'est Joy Boy qui a lancé la piraterie il y a 900 ans. En toute logique, Davy Jones ne pouvait être plus vieux que ça. Ensuite, lorsque Chebek parle de Davy Jones en tant que roi du monde, je me suis rendu compte qu'à travers tout le flashback qu'on vient d'avoir sur lui, il nous a laissé des indices pour mieux appréhender sa vision du monde, de ce qu'était le gouvernement, mais aussi et peut-être de la volonté de Davy Jones. Chebek est allé sur Marie-Joise devant Imu, lui dire qu'il reviendrait ici même. Dans le même chapitre, il est allé rencontrer Harald pour lui dire qu'il accomplira son rêve de devenir le roi du monde en faisant tomber la Terre Sainte. Et le chapitre d'après, Chebek continue de dévoiler son plan en révélant vouloir s'emparer de 2 fruits du démon, dont l'un devrait être consommé par Harald, en s'emparant également de la Galela, ces géants congelés sur Punk Hazard, pour finir par encore vouloir faire chuter la Terre Sainte le jour venu. Donc très probablement la promesse qui est mentionnée aujourd'hui dans ce nouveau chapitre. Assez simplement, on peut comprendre que Chebek est animé par la volonté de Davy Jones. Il veut accomplir sa destinée, ou en tout cas la destinée réservée à celui attendu par Davy. Cette volonté serait non pas seulement de devenir le roi du monde, mais davantage de reprendre le monde à Imu, et ça change pas mal de choses. C'est une promesse que Davy Jones aurait fait, et une promesse qui aurait été héritée comme un devoir chez les Davy. Du coup, quand Chebek va voir Imu sur Marie-Joise et lui dit « Je reviendrai ici même », ce n'est absolument pas une promesse que faisait Chebek à Imu. C'était plutôt l'accomplissement d'une partie de la promesse que Davy Jones avait fait au roi du monde. Un jour, je reviendrai prendre ce trône. Chebek, face à Imu au chapitre 1155, n'a fait que rappeler les mots de son ancêtre au roi du monde, ni plus ni moins. C'est aussi pourquoi, lorsque Chebek rencontre Imu sur God Valley dans le chapitre précédent, il lui fait face en lui disant qu'une promesse, ça se respecte. Son objectif est toujours le même, récupérer le monde à Imu, le récupérer en devenant roi à son tour, en détruisant la noblesse céleste, et aussi les autres choses que Imu peut cacher. Parce que là, ok,
Si ce scénario peut à peu près convenir, c'est évident qu'il y a d'autres particularités qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas forcément prévoir là maintenant. L'histoire entre Davy Jones et Imu et même avec Joy Boy est bien plus compliquée que ça, et il doit y avoir donc des éléments qu'on n'a pas encore connaissance qui vont justifier de fou un tas d'éléments qui sont mystérieux actuellement. Bon, en tout cas, et pour en revenir à la base, Jones a-t-il été roi ou pas? Pour le coup, Imu n'est pas de l'avis de Chebek, ce qui laisse suggérer que leur vision et interprétation du roi du monde peut différer. Imu est le roi du monde de façon littérale, car elle fédère elle-même les rois de tous les royaumes du monde grâce à son gouvernement en siégeant sur le trône unique et central. Davy Jones, de son côté, n'a jamais été considéré comme un roi ou politicien, mais plutôt comme un pirate légendaire d'après les mots de Chebek au chapitre 1159. Être le roi du monde n'était donc peut-être pas à prendre au pied de la lettre, comme si lui-même siégeait sur Marie-Joise. Non, Davy Jones était probablement l'homme le plus libre, l'homme qui savait tout et qui avait toutes les richesses, peut-être même que le monde le suivait lui, et c'est comme ça qu'on lui a attribué ce titre. C'est un peu l'histoire de Luffy en fait, qu'il le veuille ou non, et même si ce n'est pas sa volonté à lui de régner sur les hommes, s'il obtient le One Piece, il obtient le pouvoir de décider du sort du monde. C'est ce que Vegapunk disait dans son message final au chapitre 1121. Celui qui a le One Piece, il devient le roi, et ça n'a rien à voir avec un quelconque trône ou un quelconque titre. C'est là que reposerait la différence entre Imu et Davy Jones. Si Imu voit l'aspect politique et honorifique du terme, capable de régner par le pouvoir et la position hiérarchique, Davy Jones, lui, était le roi par sa liberté, ses actions et même par ses possessions. S'il était vraiment le pirate légendaire que mentionne Chebek, s'il est vraiment inspiré de Davy Jones de notre monde et qu'il est celui littéralement à l'origine de la culture pirate, alors oui, il est à sa façon le roi du monde, ou du moins le roi du monde que Luffy deviendra également, mais c'est une interprétation que Imu refute, car pour elle, être le roi, c'est la domination totale. Alors justement, il y a un problème avec mon discours. Un gros problème même. Depuis tout à l'heure, donc je vous ai littéralement décrit Davy Jones comme étant Joy Boy, ou du moins comme Joy Boy devait être d'après les informations que nous avons de lui jusqu'à présent. Sauf que Chebek et Imu dissocient l'un et l'autre. Chebek met bien Davy D. Jones et Joy Boy sur un pied d'égalité, à savoir qui est le plus terrifiant des deux, quand Imu répond que des types comme eux n'apparaîtront plus jamais. Et là, bon, c'est problématique parce que, comme je le disais, trop de choses relient ces deux personnages au point où, dans mes dernières reviews sur ce flashback de Chebek, je finissais par y croire. Oui, ils sont la même personne. Alors pour rappel, Joy Boy est censé être le premier pirate des mers. Davy Jones, lui, de son côté, a un titre de pirate légendaire, qu'il a carrément un jeu de pirates dédié à son nom. Ils viennent tous les deux de l'époque du siècle oublié et sont d'ailleurs les seuls pirates de ce temps que nous connaissons en tant que lecteurs. Chebek a ensuite révélé sa volonté non pas de dominer le monde comme nous le pensions, mais d'éteindre le gouvernement mondial et Imu, comme une volonté héritée par Davy Jones. Or, Joy Boy semblait avoir exactement le même objectif, en étant celui qui allait changer le monde d'après la légende des Lunarians racontée par King Akaido. Et justement, pour finir, même avant la révélation d'Imu dans ses derniers chapitres, Davy Jones semblait déjà être son ennemi, puisque ce dernier aurait été maudit par le diable à vivre sous l'océan. Chose qu'Imu peut faire avec la malédiction de son Domi Reversi, comme elle aurait pu le faire à Joy Boy, le seul dont le Haki a été capable de la blesser sur Egghead. Donc il y avait des raisons de penser que Davy Jones était Joy Boy, même encore aujourd'hui d'ailleurs, quand Imu révèle que Jones n'a jamais été roi, ce qui pourrait rappeler les paroles d'Emmet au chapitre 1122 en demandant pardon à Joy Boy de ne pas avoir pu faire de lui un roi. Vous voyez, là ce sont des parallèles qu'on ne peut pas non plus mettre sous le tapis. Enfin, si là, du coup on a plus trop le choix aujourd'hui, puisque comme je vous l'ai dit, Chebek et Imu ont différencié ces deux entités. Alors, que penser? Qui était Joy Boy et qui était Davy Jones, l'un pour l'autre ou pour le monde? Eh ben, je sais pas. Voilà. Non mais vraiment, hein. Là je lisais le chapitre et tout et j'étais en mode, je sais pas. Ça m'échappe et y a rien qui vient. Non, parce que d'habitude, j'ai des petites théories, tu vois, j'ai des petits trucs comme ça. Là, que dalle. Enfin, presque que dalle. Il faut quand même bien réfléchir un peu et vous proposer de quoi vous divertir. Si je vous dis juste, bah non, y a rien, c'est bon, la vidéo est terminée, vous allez me faire la gueule, je pense. Alors, du coup, si Davy Jones et Joy Boy sont des êtres à part, ils sont de toute façon indéniablement liés par un destin commun. Et peut-être même, du coup, par une espèce de fraternité. Alors, on sait que pour Oda, la famille n'est pas qu'une question de sang. Ace, Luffy et Sabo sont des frères et ça, personne ne leur fera dire le contraire.
Pourtant, ils ne partagent pas du tout le même sang. Et ça peut paraître bête, mais en plus du héros principal, la fraternité a une place absolument phénoménale dans l'œuvre, tout en étant toujours subtilement introduite. Nami et Nojiko, Sanji et Levin Smoke, Doflamingo et Corazon, Otohime et Fisher Tiger, Momonosuke et Iori, c'est très décousu, j'ai pris des persos un petit peu au pif, mais voilà, sans compter Luffy, Ace et Sabo, ça reste quand même assez fréquent, voire banal, qu'ils soient liés par le sang ou non. Et ça, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais ça s'est particulièrement banalisé ces derniers temps, même avec des liens, qui sont plus importants pour l'histoire, comme la reine Lily d'Alabasta qui avait un jeune frère, Loki, le prince des géants capable de détruire le monde, frère de Aerodine, ou encore récemment Shanks et Shamrock, deux jumeaux de God Valley. Donc vous allez voir là où je veux en venir, c'est très simple. Et si tout comme Ace et Luffy, Joy Boy et Davy Jones s'étaient autoproclamés frères. Et si leurs mythes respectifs sont si semblables, c'est simplement car ils auraient suivi très longtemps la même voie, le même destin, Joy Boy et Jones, deux frères ayant pris la mer sous le même drapeau. L'un était du clan Davy, l'autre était peut-être du clan Monkey, l'un avait le pouvoir du soleil, l'autre des ténèbres, ils ont peut-être fini par se séparer le jour où ils ne se retrouvaient plus dans l'ambition de l'autre. Davy Jones voulait peut-être vraiment devenir le roi du monde, là où Joy Boy, lui, voulait peut-être faire couler la monarchie, menant les deux à suivre deux voies différentes avec cependant un ennemi commun, Imu. Imu était roi du monde, place que convoitait Jones et place que détestait Joy Boy, expliquant peut-être pourquoi, même opposés, ils devaient affronter le même ennemi. Finalement, et sans le vouloir, je viens de réaliser que c'est exactement un scénario proche de God Valley là. Roger veut devenir le roi des pirates, Garp à l'opposé voue une haine viscérale pour eux, pourtant tous les deux se sont dressés face à Imu qui possédait le corps de Chebek. C'est encore une fois une histoire d'alliance de dix qui s'oppose mais se complète à la fois face au mal qui a corrompu le monde. Vous trouvez ça peut-être trop vu et revu, un scénario trop basique et bateau? Ok, peut-être. Pourtant ça, c'est un pouvoir dans One Piece. C'est même quelque chose qui, en plus de rédiger le monde entier, effraie Imu comme aucune autre capacité. Le haki, fruit du démon, voix de toute chose, rien de légal. Ce pouvoir-là, ça s'appelle le destin. Le destin est le rouage de l'histoire de One Piece. C'est par la destinée que les personnages se retrouvent à tel ou tel endroit, à tel ou tel moment, changeant ainsi totalement le futur de leur monde pour le meilleur ou le pire. Mais surtout, le destin est le pouvoir le plus puissant de One Piece que Imu ne peut contrôler. Elle ne peut aller à son encontre ni par la force, ni par les fruits du démon. Le destin a, déjà dans notre mythologie d'humain, une place que les dieux eux-mêmes craignent. Je pense aux Moires, donc les trois divinités du destin, qui sont fréquemment considérées comme supérieurs aux dieux eux-mêmes, car ce sont les Moires qui décident du destin des hommes et des dieux. La peur qu'Imu a de Joy Boy et de Davy Jones vient principalement de leur étrange lien avec le destin. Ces êtres sont capables de donner une promesse, une prophétie ou d'avoir une volonté à hériter, et Imu sait pertinemment que le destin les aidera à les réaliser sans qu'elle puisse faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'elle semble perdre le contrôle quand ses ennemis du passé ressurgissent. Elle sait que le destin les met et les mettra en travers de sa route, et elle ne le supporte pas car tant que leur menace existe, son propre plan ne peut être mené à bien. Au final, peu importe qui est Davy Jones ou Joy Boy, ces hommes sont bénis d'une destinée intemporelle et immuable, là où leur plus grand ennemi ne peut qu'attendre que les rouages du temps fassent leur travail. Bon, en tout cas, quoi qu'Oda nous prépare avec ce Joy Boy et ce Davy Jones, il y aura une histoire de fraternité dans cette période du siècle oublié. Ça, j'en ai la certitude, et ce lien sera l'un des plus importants que ce flashback nous offrira. Alors, normalement, ça devait être la fin de cette vidéo, mais en fait, non. J'ai encore un sujet à mentionner avant de répondre à vos questions dans le courrier de Goji. Ce sujet, c'est le One Piece. Enfin, plutôt, c'est l'un des secrets autour du One Piece. La mort de Roger, la mort de Barbe Blanche, les défaites de Kaido et de Big Mom, chaque fois qu'une légende a tiré sa révérence, leurs derniers mots ou leurs dernières pensées concernaient le One Piece ou du moins le mystère autour de ce monde. Chebek a été jusqu'à présent le pirate qui en savait plus sur l'histoire sans même avoir eu le besoin d'aller sur l'Aftel ou de lire des poneglyphes. Pensez-vous vraiment que ces derniers instants parmi nous et ces derniers mots ne concerneront pas l'un des plus grands mystères du monde? C'est quasiment impossible. Et si vous pensiez que ce flashback avait déjà beaucoup apporté à l'histoire, alors vous n'êtes probablement pas prêt pour les derniers mots de Chebek qui marqueront One Piece comme l'ont marqué ceux de Roger et de Barbe Blanche. Bon allez les refs, c'est l'heure de répondre à vos questions. N'oubliez pas que maintenant je fais un live react au chapitre quand il sort le jeudi et je rediffuse la VOD sur ma chaîne secondaire et c'est là-bas que vous pouvez désormais me poser vos questions. Vous n'avez plus besoin de Twitter ou de je ne sais quoi, c'est simple, les commentaires, plac, votre petite question et c'est bon. Comme d'hab, vous avez été super intéressants et nombreux à commenter, donc ajoutons du DLC à cette review avec les réponses à vos interrogations.
Bordel, mais pourquoi on l'a toujours pas vu Baggy? Alors t'es pas le premier que je vois dire ça, et ça m'a étonné, c'est pour ça que j'y réponds aujourd'hui. En fait, ça m'a pas étonné de pas voir Baggy dans ce flashback, mais plutôt qu'il soit autant attendu que ça, comme une espèce d'évidence, alors que jamais rien n'a sous-entendu qu'il venait de God Valley. Tout le truc autour de cette île et ce flashback là révélant les origines d'un tel ou d'un tel, c'est très bien, mais il faut pas oublier qu'Oda a une histoire à raconter et que tout n'a pas besoin de venir de God Valley non plus. Enfin, après je pense, je peux me tromper, mais c'est sûr que Baggy aura aussi le droit à son flashback, à la découverte de son histoire, etc. Et pour l'instant, Oda n'a pas de raison de le dévoiler dans ce flashback précis. Pourquoi? Parce que s'il a fait pour Shanks, c'est parce que Shanks était lié à Elbaf avec Loki, l'apparition de Shamrock, Coppergaban aussi, et puis ses origines liées à God Valley, c'est plutôt logique. Baggy, lui, c'est pas pareil. Pour l'instant, il n'est pas au premier plan de l'histoire, ça arrivera bien assez tôt, mais pour le moment, il va falloir un petit peu attendre. De toute façon, vous savez quoi? Moi, je pense que Baggy a été récupéré sur Rodstar, l'avant-dernière île de Grand Line, qu'ont justement visité l'équipage de Roger tout juste un an avant God Valley. Ils ont peut-être récupéré Baggy qui venait de naître là-bas, et c'est quand on découvrira cette île que son flashback sera révélé. Yo Goji, la façon de parler de Rox à la fin via télépathie me fait penser à Zunesha. Aurait-il trahi Joy Boy à cause du Domi Reversi? C'est très possible et c'est bien vu. Je sais pas si on peut vraiment parler de Domi Reversi pour un éléphant. Par contre, maintenant qu'on sait qu'Imu est capable de maudire ses ennemis, mais que ces derniers peuvent garder une espèce de forme de conscience derrière, Zunesha a possiblement été manipulé par Imu comme un pantin pour se retourner contre Joy Boy. Après, cette façon de parler, elle est également propre au roi des mers que contrôle Poséidon, mais aussi à Emmet. Ce sont des êtres dotés d'une voix et de langage de base propre aux humains qui ne peut communiquer qu'avec certains d'entre eux. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de se demander plutôt si Emmet, Zunesha et même les rois des mers n'ont pas été transformés dans leur apparence actuelle et qu'ils étaient autrefois peut-être des humains. Genre typiquement les rois des mers, autant ce sont les 19 ou 18 rois qui ont fondé le gouvernement mondial et qui ont été transformés et maudits par Imu à errer dans les océans. Bon, alors ça n'expliquerait pas tout, mais c'est pas bête je trouve. Suis-je censé vous rappeler qu'un fruit du démon comme Sugar existe et permet de transformer des gens en jouets et de les faire disparaître de la mémoire de leurs proches? Est-ce vraiment difficile du coup d'imaginer que si Imu est le vrai démon à l'origine des fruits, qu'elle puisse utiliser le même pouvoir que Sugar mais à un niveau encore supérieur et qu'elle a pu transformer par exemple Zunesha, Emmet et les rois des mers non pas en jouets mais en créatures ou en robots pour qu'on oublie leur véritable existence? Je me suis totalement éloigné de la question de base peut-être, pardonnez-moi, mais je trouvais la théorie intéressante, mais de toute façon, oui, Zunesha pourrait bien être piégé par l'emprise d'Imu encore aujourd'hui. Yo Goji, penses-tu que ce qui est arrivé à God Valley arrivera aussi à Elbaf, genre Luffy se transformant comme Rox, ou la destruction de l'île? J'espère pas pour ça. Alors moi je te rassure, je pense que la destruction de l'île, non, elle n'arrivera pas parce que justement, là ce qui se passe sur Elbaf, c'est à mon sens un peu too much. On a Imu, on a les chevaliers divins, on a les géants en démons, et puis on a aussi les cauchemars des enfants géants démonifiés aussi. Tu vois, c'est trop de trucs que les protagonistes ne pourront pas combattre. Et normalement, on pourrait jamais se sortir d'une telle situation, ce qui signifie qu'Oda va introduire un pouvoir, une force, quelque chose qui va retourner la situation à l'avantage des Mugi. En vrai, je pense que ça va faire un peu comme le haki de Joy Boy dans Emmet, mais ça ferait trop redondant, mais on sera dans un truc du style. Bien sûr, je pense que celui qui en sera à l'origine, c'est Loki, ou du moins Loki et Luffy, qui sont les deux Nika destructeurs d'Elbaf. Et justement, oui, si, Luffy peut se faire demi-reversi, on a appris avec Chebek que ça peut arriver. Je le rabâche, mais Luffy ne sera normalement pas entièrement sensible et ne tomberait pas dans le même état de possession, car c'est le dieu du soleil, ok, mais surtout car Luffy a un subconscient et donc une volonté assez forte pour, je pense, en partie résister à cette malédiction. Par contre, je le verrai totalement réussir à combiner à la fois la puissance démentielle conférée par le Domi Reversi et sa lucidité d'esprit actuelle afin de faire un Nightmare Luffy bis, et ça, j'en ai déjà parlé dans ma review du chapitre 1151. Chebek et Imu se sont croisés 2 fois, alors pourquoi c'est maintenant qu'elle reconnaît en lui David Jones? J'ai l'impression que quand Imu reconnaît David Jones en Chebek, c'est par l'aura qu'il dégage. Je sais pas trop comment dire, mais c'est comme si là demain, Luffy agissait exactement comme Joy Boy, avait la même volonté, les mêmes mots, et du coup, hop, les gens l'appellent Joy Boy. Et en plus, c'est déjà arrivé en quelque sorte parce que Luffy rappelait Joy Boy à Emmet, qui le connaissait bien, mais surtout le Gorosei appelait Luffy Nika, vraiment comme une entité à part. Donc Chebek était le David Jones d'Imu, Imu vit toujours dans le passé avec la peur du retour de ses plus grands ennemis. Le nom de ceux d'aujourd'hui, là, ça l'intéresse pas, elle ne se souvient que du soufflet que David Jones et Joy Boy ont pu lui mettre, et même en riant, sachez que je suis vraiment très sérieux. Donc voilà pourquoi elle appelle Chebek David Jones, et pourquoi elle appellera Luffy sans doute Joy Boy, ou Nika.
Salut Goji, pourquoi est-ce que ni Barbe Blanche, Kaido, Big Mom dans l'histoire présente n'ont jamais parlé de la puissance ou de leur amour pour Chebek? Est-ce que Chebek ne va pas disparaître de l'histoire et de la mémoire de tout le monde après God Valley à cause des pouvoirs d'Imu? Alors, bah si, on peut le croire du coup. En fait, il y a deux hypothèses là-dessus. Soit Imu a vraiment le pouvoir d'effacer les choses des esprits des gens, hein. Soit les Rocks n'ont pas parlé de Chebek parce que ils avaient aucune raison de le faire. Alors, je vais être honnête avec vous, je pense que la deuxième réponse est la bonne. Déjà, les Rocks ne parlent jamais de leur passé, et puis ils ont l'air d'avoir une espèce de fierté mal placée qui les empêche de dévoiler un peu leurs véritables sentiments. Alors imagine-toi que si Oda nous introduit les Rocks comme étant un équipage qui se détestait, il n'allait pas faire dire le tout et son contraire aux principaux intéressés sans qu'on ait vu leur flashback de nos propres yeux. Par contre, maintenant qu'on a vu qu'ils étaient effectivement plus attachés à leur capitaine qu'on ne le pensait, et que même Chebek était beaucoup plus cool que le sanguinaire qu'on avait en tête, bah si Kaido et Big Mom devaient revenir, alors Oda ajustera leur mentalité et leurs paroles en les montrant, je pense, moins haineux de leur passé chez les Rocks. Bon, parlons aussi quand même de la première hypothèse qu'Imu peut effacer les gens, parce que c'est pas con. On va pas forcément reprendre toute l'histoire de One Piece. Oui, le siècle oublié pourrait l'être grâce au pouvoir d'Imu qui a effacé l'histoire, comme Lulusia a été effacée, blablabla. On a compris, on est ok là-dessus, mais c'est vrai que dans ce chapitre, Rox dit « je disparais », comme si sa conscience s'éteignait et qu'il sentait que il allait sombrer dans une forme d'oubli. On pourrait imaginer effectivement que les Rocks n'ont plus les souvenirs précis de God Valley à partir du moment où Imu est apparu, car cette dernière a le pouvoir de manipuler les émotions des gens et leurs souvenirs, effaçant les pensées de Kaido, Big Mom et Newgate, mais pas ceux de Garp et Roger qui sont dédiés et qui ont réussi à résister à ce pouvoir d'Imu comme s'ils étaient naturellement immunisés. Voilà, donc sachez que j'aime vraiment beaucoup cette théorie et c'est très bien que tu aies posé cette question parce que j'avais pas eu l'occasion d'en parler dans la review. Et en parlant de review, ne serait-ce pas la fin de cette longue vidéo sur ce chapitre légendaire? Merci à tous et à toutes d'avoir participé et regardé cette review les bros, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez kiffé et surtout que vous êtes prêts, hein, car la semaine prochaine je pense que nous atteindrons le pic ultime de God Valley, le climax. Alors comme d'hab, je me répète vite fait, mais suivez-moi sur Twitch pour ne pas louper les live react au chapitre le jeudi soir, même s'ils sont directement rediffusés sur YouTube sur ma chaîne secondaire Gojiwara. Voilà, alors ce soir si j'ai la force, et je vous le promets pas, on se fait un stream débrief de ce chapitre, papoter avec vous sur ce qui nous attend par la suite, c'est pas sûr, mais au cas où, venez follow sur Twitch. Voilà, et bien sûr le petit like si ce n'est pas déjà fait, merci bande de BG. Alors je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une très bonne semaine, on se retrouve dimanche prochain, en attendant prenez bien soin de vous et de vos proches, peace les bros.